Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc une vidéo d'analyse de nouvelles élections, des élections qui se déroulent en Europe, des élections qui se déroulent dans un grand pays européen. Nous allons aujourd'hui parler des élections générales italiennes de 2022. Et c'est un grand plaisir de parler d'Italie parce que c'est quand même un grand pays. Parler comme ça, moi, l'année dernière, les élections allemandes m'avaient fasciné. Bah là, reparler de l'Italie, ça fait vraiment plaisir. Donc évidemment, à chaque fois, je présente toujours le pays dont lequel on parle. Bon, là, évidemment, l'Italie, c'est quand même un pays très connu, 60 millions d'habitants, troisième économie européenne, huitième PIB mondial, un pays avec une grande civilisation, un grand empire, évidemment une grande culture au niveau artistique, une bonne gastronomie, des différences entre le nord et le sud. Voilà, tout est en Italie et en politique évidemment. Bon, le royaume, enfin à la base c'était une monarchie, puis ensuite c'est devenu fasciste, puis ensuite c'est devenu une république, donc depuis 1945. Donc l'Italie prend la forme d'un régime parlementaire, donc plutôt classique, avec une chambre des députés, un sénat, un président de la République, qui, en plus d'avoir un rôle de figuration, a un certain poids politique, notamment dans les crises, il arrive souvent pour résoudre les problèmes quand c'est vraiment la merde, et sinon évidemment la majorité du pouvoir exécutif est détenue par donc le chef du Conseil des ministres. Si on parle un peu de la vie politique italienne, bah, depuis 1945, c'est un peu simple. Dans les années 50, 60, 70, donc pendant le miracle économique italien, la vie politique était dominée par le centre. Voilà, la démocratie chrétienne, ça marchait plutôt bien et tout. Puis dans les années 80-90, il y a commencé à avoir pas mal de divisions entre le bloc de gauche et le bloc de droite. Et notamment dans les années 90-2000, la vie politique italienne a été marquée par les divisions entre d'un côté Romano Prodi, donc à gauche, qui était pro-européen, et de l'autre côté, à droite, c'était Silvio Berlusconi, donc un homme d'affaires qui milliardaire, qui s'est lancé dans la politique, qui était connu pour voilà ses prises d'opposition et paroles très très populistes, très démago, donc voilà. Et donc voilà. Et donc là, on parle évidemment donc des élections de 2022. Alors, comment est-ce qu'on va présenter ça? Donc, vous savez qu'il y a 4 ans, il y avait eu des élections générales en Italie en 2018, en fait, qui avait vu donc la victoire donc de deux grands partis. D'abord la Ligue du Nord, la Lega, qui était un parti d'extrême droite dirigé par Matteo Salvini, et de l'autre côté la victoire donc du mouvement 5 étoiles, donc un mouvement dirigé par alors Luigi Di Maio et Giuseppe Conte, donc qui est un mouvement très, on va dire populiste, anti-élite, contre la corruption, plutôt classé au centre, mais un peu attrape-tout comme style de parti. Donc en 2018, voilà, ces deux partis en fait qui gouvernaient. Puis bon, il s'est passé beaucoup de choses parce que retenez bien une chose, la vie politique italienne, elle évolue beaucoup et très rapidement. Donc, un an après ça, Matteo Salvini a pété un câble, il a quitté le gouvernement, donc l'alliance a complètement explosé, il a appelé à de nouvelles élections, parce qu'à ce moment-là, en fait, le parti de Salvini était très puissant, il avait fait 34% aux élections européennes, donc Salvini se disait, maintenant je suis populaire, donc il faut de nouvelles élections. Mais en fait, il n'y a pas eu d'élections, le mouvement 5 étoiles, donc c'est allié au Parti démocrate, donc on est passé de centre avec extrême droite à centre avec gauche, donc c'était un peu étonnant. Et du coup, les deux partis, donc le 5 étoiles et le Parti démocrate, ont gouverné pendant un an et demi. Puis, au début de 2021, il y a eu une grosse crise politique. On savait pas du tout comment ça allait se passer. Et finalement, donc le président Mattarella a décidé d'appeler Mario Draghi, donc ancien chef de la BCE, donc on va dire un technicien au-dessus des partis, qui est arrivé et qui a gouverné dans une grande alliance qui regroupait tous les partis du pays. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on a des élections maintenant? Bah du coup, Mario Draghi a gouverné de 2021 à 2022, donc ça se passait plutôt bien, il était populaire, la situation économique était pas trop mal, Mario Draghi a réussi à rassurer les marchés. Sauf que en 2022, bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah on a le M5S en fait qui a de plus en plus contesté la politique de Draghi, parce que le M5S était de plus en plus divisé, notamment sur les questions de la crise sanitaire et tout. Il y a un peu voilà un côté très anti-pass sanitaire, un peu presque complotiste dans le mouvement 5 étoiles. Donc du coup la popularité de Draghi a de plus en plus été un peu menacée, et en fait Mario Draghi a décidé de faire un vote de confiance et le M5S a refusé de voter. Du coup Mario Draghi a démissionné et donc, du coup nouvelles élections. Et donc là vous allez me dire, mais Zimbabwe, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est la gauche? Est-ce que c'est le centre? Est-ce que c'est la droite qui va gagner? On comprend rien parce que c'est ça la vie politique italienne, il se passe toujours des choses.
Alors d'abord, on va présenter les différentes coalitions. Non, d'abord, quelque chose de très important, toujours, il faut un peu présenter le système électoral. Alors le système électoral italien, en fait, il se fait en deux parties. On a une partie qui se fait à la proportionnelle, donc 5/8 des sièges, donc soit au scrutin proportionnel, donc ce qui est plutôt intéressant. Et donc ça permet une grande représentation politique, hein, même s'il faut un seuil de 3% pour avoir des sièges à la proportionnelle, donc les petits partis qui font 1 ou 2% ne sont pas représentés, mais 3% c'est plus bas que le seuil politique de 5% en Allemagne, ce qui fait qu'en Italie on a quand même pas mal de partis qui sont représentés au Parlement. Enfin, pour regarder l'Assemblée de 2018, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bon, à chaque fois ils ont un ou deux députés, mais ils en ont quand même. En Allemagne c'est 6 partis ou 5, pas plus. Donc en Italie c'est un peu plus libre. Et sinon, l'autre partie, 3/8, en fait, ça se passe, c'est dans le scrutin uninominal majoritaire à un tour, donc qui là est un scrutin un peu moins démocratique, mais qui se fait donc dans des circonscriptions. Donc c'est aussi très intéressant comme système, et ça permet une représentation politique qui est plutôt bien faite, même si évidemment on a de l'instabilité. Donc voilà, et on va un peu présenter les différentes parties. Donc en fait, on a trois coalitions. On a le mouvement 5 étoiles qui est tout seul au centre, on a la coalition de centre-gauche, et on a la coalition de centre-droit. Donc la coalition de centre-droit, elle regroupe trois grands partis globalement. D'abord, le premier parti, c'est Forza Italia. Forza Italia, c'est donc le parti de Silvio Berlusconi, donc l'homme politique dont je vous parlais, donc très populaire dans les années 90-2000, qui a vraiment dominé la vie politique italienne à l'époque. Hein, si on regarde les résultats électoraux, voilà, il était premier, deuxième et tout. Mais en fait, Berlusconi, après 2012, bon, il y a eu un gros scandale et il a enfin démissionné parce qu'il était ultra corrompu. Et du coup, en fait, le parti Forza Italia se fait dépasser par d'autres politiques plus à droite que lui. Et aujourd'hui, donc le parti d'opinion de vote, ils ont genre 8 ou 9%. Donc c'est pas très populaire. Silvio Berlusconi continue à faire de la politique, là il se présente encore pour ses élections, sachant qu'il a 86 ans, genre vraiment le mec est là depuis 30 ans, il est détesté par énormément d'Italiens, mais il est toujours là, vraiment ce mec est vraiment infatigable. Mais donc voilà, le parti c'est plus ce qu'il était. Et donc voilà, c'est un parti de droite, on va dire, plutôt libéral, conservateur, voilà, qui est un peu populiste, même s'il l'est moins que les autres partis de droite. Voilà, et aussi pro-européen, Forza Italia. Le deuxième parti, donc politique à droite, donc qui est plus puissant que Forza Italia, c'est la Ligue du Nord, la Lega dont je vous parlais, donc qui est le parti de Matteo Salvini. Donc c'est un parti qui est très intéressant parce que c'est lui qui était très puissant donc en 2018. Si vous regardez les résultats en 2018, la Lega ils avaient eu je crois 125 députés, un truc comme ça sur les 630. Donc c'était vraiment beaucoup. Voilà, donc c'était vraiment la première force de droite et tout. Salvini était super puissant. Puis aux européennes de 2019, le parti de Salvini, la Lega, a fait 34%, ce qui était énorme. Et depuis, bah c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, Matteo Salvini en 2019 donc, a quitté le gouvernement et est repassé dans l'opposition. Puis il s'est mis à soutenir un peu la Russie, à être un peu anti-OTAN, anti-atlantiste durant la guerre. Et en fait, il a perdu de plus en plus de popularité. Et en fait, c'est très intéressant la vie politique italienne, c'est-à-dire que la Lega avait dépassé Forza Italia en étant plus extrême qu'eux, et la Lega s'est fait dépasser par un autre parti de droite encore plus extrême. Et aujourd'hui, donc Salvini est beaucoup moins puissant qu'avant. Et dans les opinions de vote, il représente quelque chose comme 12%. Ce qui est pas nul, mais ce qui est beaucoup moins bien que 2018, 17%. Et surtout moins bien que le plus de 30% donc en 2019. Voilà, là c'est la Lega, vous voyez, là c'était le prime, donc ce que je vous disais en 2019, puis ensuite grosse chute. Et pourquoi grosse chute? Bah en fait les électeurs ils sont pas disparus, ils sont allés autre part, ils sont allés voter donc pour le parti donc des frères d'Italie, donc parti politique dirigé par Giorgia Meloni qui est très à droite, très d'extrême droite parce qu'en fait c'est un parti néofasciste. Voilà donc vous reconnaissez ici le logotype hein, de la flamme italienne qui est issu d'un parti fasciste italien au début des années 40. Donc voilà, d'ailleurs c'est de ce parti fasciste que vient aussi la flamme du Front National. Donc on voit que les extrêmes droites sont toujours liées. Donc Frères d'Italie qui est un parti qui était très peu puissant. Hein. Faut se rappeler en 2018, ils avaient fait 4% des voix. Et ben là aujourd'hui ils sont quelque chose comme 25% des suffrages dans les sondages. Donc c'est vraiment une hausse énorme. Donc représenté par Giorgia Meloni,
qui elle est une femme politique, on va dire, bon évidemment nationaliste, populiste, mais elle qui est plus dans la ligne conservatrice. Donc voilà, opposée à l'avortement, genre de choses, conservatrice sur les mœurs, qui est plutôt libérale économiquement et qui, contrairement à la Lega, Giorgia Meloni est plutôt atlantiste. Donc voilà, pro-américain. Bon, évidemment, le parti historiquement était contre l'Europe, même si aujourd'hui ils sont de plus en plus pro-européens. Donc c'est la fameuse technique d'extrême droite qui consiste à avoir des positions plus, on va dire, respectables, se donner une image de respectabilité pour arriver au pouvoir. Donc on crache moins sur l'Europe, on crache moins sur l'atlantisme, ce genre de choses voilà, pour espérer gagner le pouvoir. Et c'est un parti qui est vraiment très puissant. Donc en fait, voilà, je vous spoil, mais Giorgia Meloni est considérée comme celle qui a le plus de chances de devenir première ministre, parce que elle vaut 25%, la Lega vaut 12%, Forza Italia vaut 8%. Donc elle est vraiment clairement en force à droite, et la coalition de droite est celle qui a le plus de chances de gagner. Donc c'est presque plié en fait. Voilà. Sinon, donc si on enlève la droite, en autre mouvement, on a le mouvement 5 étoiles, qui lui est très intéressant parce que faut se rappeler en 2018, voilà, ils avaient fait 32% des voix. C'était énorme, c'était gigantesque. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins puissants en fait. C'est-à-dire que si on regarde en termes d'opinion publique, ils ont beaucoup baissé. En fait, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ce qui s'explique en fait d'une manière simple, c'est que quand on est un parti, on va dire populiste, anti-système, qui dénonce une classe politique, qui dénonce la corruption et tout, bah c'est beaucoup plus facile d'être dans l'opposition que d'être au pouvoir. Quand on arrive au pouvoir, bah évidemment c'est beaucoup plus facile de décevoir les gens. Et bah, quelque part c'est un peu ça le M5S. Voilà, quand tu te veux être un parti rebelle mais que tu arrives au pouvoir, c'est compliqué de garder autant de popularité. Du coup t'as pas mal de gens qui sont partis, bah, peut-être plus à droite ou peut-être à gauche. Aussi, le M5S souffre un peu de la profonde division qu'il y a en lui, parce que il y a pas mal de gens qui étaient plutôt voilà, anti-pass sanitaire dans une mouvance un peu très populiste, d'autres qui étaient plus à gauche, hein, qui voulaient genre des revenus minimums, ce genre de choses, donc une mouvance qui était plus de centre à gauche, et c'est ça le problème en fait, quand on est un parti voilà, un peu attrape-tout, bah du coup on se divise un peu pour n'importe quoi, et aujourd'hui le M5S garde une certaine popularité, il est à genre 12%, c'est pas non plus complètement finito, mais c'est clairement pas ce que c'était avant, donc voilà, après, le truc c'est, est-ce que le M5S pourrait gouverner? C'est vrai que, au moins, le truc du M5S, c'est comme ils sont au centre et qu'ils sont attrape tout, ils peuvent aussi bien gouverner avec la droite qu'avec la gauche. C'est ça leur principale qualité. Mais sinon, ça va être difficile pour eux de reprendre le pouvoir. Sinon, en autre partie, donc à gauche, on a la coalition de centre-gauche qui est dominée par un seul parti, qui est le Parti démocrate, qui est donc le parti de centre-gauche historique, bah, plutôt classique, il faut se rappeler, hein, en 2018, ils étaient vraiment très peu populaires du fait de la politique, notamment de Matteo Renzi, qui était un homme politique, voilà, qui représentait un peu le Macron, quoi, un homme politique du centre, venu de la gauche, qui mettait des politiques plutôt libérales. Donc en fait, le Parti démocrate a perdu beaucoup en popularité. Mais là, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans l'opposition, ils ont repris du poil de la bête et voilà, ils se battent dans les sondages avec les frères d'Italie. Donc voilà, ils vont sûrement faire un bon score, mais évidemment, ce sera pas assez pour prendre le pouvoir parce que dans la coalition de centre-gauche, à part le Parti démocrate, bon, on a une alliance des Verts pro-européens qui fait genre 4%, donc c'est pas énorme. On a Italia Viva, qui est l'ancien parti de Matteo Renzi dont je vous parlais, qui lui a genre 5% dans les sondages, donc c'est pas énorme non plus. Sinon, il y a un autre parti politique vraiment pour le Frexit qui fait genre 2-3%, ce qui montre peut-être qu'il y a vraiment une grosse défiance envers l'Union Européenne en Italie. Mais donc sinon globalement voilà, si je vous montre les sondages, on voit que voilà, la puissance est clairement à droite, qui en tout voilà, réunit jusqu'à genre 45% des suffrages, ce qui est beaucoup. Si on prend toutes les forces de gauche, bah c'est genre voilà, on va dire 34% des suffrages, et le M5S c'est 11%. Donc globalement, si on regarde les projections en termes de sièges, hein, comme on a aussi quand même 3 huitièmes des sièges qui se font dans un scrutin uninominal, bah, dans ce genre de choses, des partis comme la Lega ou comme les Frères d'Italie, qui sont très ancrés dans certaines régions d'Italie, bah, ont de grandes chances de l'emporter. Et du coup, vous voyez que sur la Chambre des députés, sur 400 députés, on risque d'être avec 250 députés de la coalition de droite. Donc voilà, l'Italie va clairement passer à la droite, et on va avoir une chef du gouvernement qui est d'extrême droite et qui est issue voilà, à la base d'un groupe néofasciste, hein. On a des archives de Giorgia Meloni qui expliquent que Mussolini était un bon dirigeant. Donc ça pose question clairement sur l'avenir de l'Europe. Après, voilà, Giorgia Meloni quand même
et que c'est quand même voilà plus modéré qu'avant sur des questions comme l'Union européenne, sur des questions comme la guerre en Ukraine. Donc faut se demander comment vont se passer les relations entre l'Europe et ce nouveau si l'extrême droite arrive au pouvoir, et aussi se demander comment est-ce que va se passer la relation avec les marchés financiers, parce que l'Italie est un pays qui est très endetté, qui a genre plus de 130% de dette en ratio PIB, ce qui pose question. Donc il faudra que l'Italie garde une crédibilité économique tout en n'ayant pas une division politique. Hein, et donc voilà, on espère que le mieux arrivera à l'Italie. Mais c'est vraiment la vie politique italienne. Retenez bien une chose, c'est compliqué. C'est très compliqué, beaucoup de divisions et ça évolue tout le temps. Mais c'est ce qui fait que c'est intéressant. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.